Philippe. Bonjour. Merci de nous accueillir dans les locaux de Funforge. Dans ces grands et beaux locaux, je suis content. Moi, c'est la deuxième fois que je viens et c'est toujours aussi joli. T'as l'impression d'être chez Google un peu. Et un peu, ouais, c'est ça. C'est vraiment la Silicon Valley en plein cœur de Paris. On va commencer par une question toute bête, du coup, puisque ça va peut-être surprendre quelques-uns de nos lecteurs et spectateurs de nous voir aujourd'hui avec un distributeur et un créateur de jeux de plateau. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu Funforge, l'équipe qu'il y a derrière, la belle équipe qu'il y a derrière, puisque vous êtes une sacrée équipe dynamique, et comment t'en es arrivé, toi, du coup, à entreprendre dans ce milieu un peu dingue qu'est le jeu de plateau, quoi. Ouais, pas de souci. Funforge, c'est une société qui existe depuis 8 ans aujourd'hui. On a commencé en 2008, l'été 2008. C'est avant tout un éditeur de jeux de société qui évolue petit à petit vers d'autres choses, mais avant tout, c'est un éditeur de jeux de société. Comment Funforge s'est monté, moi, j'ai toujours eu l'envie d'entreprendre, de pouvoir créer des choses. C'est quelque chose de très fort chez moi. Moi, je viens du jeu vidéo à la base. On est plusieurs à venir du jeu vidéo dans l'équipe. Et quand est venue la question, quand s'est posée la question de créer une société, j'ai envisagé d'abord de créer un studio de jeux vidéo, ce qui m'a semblé à l'époque très risqué. Je connais pas mal ce milieu-là pour savoir que c'était beaucoup d'investissements, beaucoup de risques. Particulièrement en France en plus. Ouais, particulièrement en France, qui est pas mal sinistré malheureusement dans ce domaine-là. Donc ça me semblait un défi un peu, pas insurmontable, mais vraiment trop risqué, fatigant, mais pas forcément super récompensant au final, quoi. Et par ailleurs, j'ai toujours adoré les jeux de société. J'y joue depuis que je suis gamin, les jeux de société, les jeux de rôle, beaucoup aussi. Ça a toujours été quelque chose dans lequel je me suis retrouvé. C'est très proche à bien des égards du jeu vidéo, notamment dans la démarche créative. Et je connaissais déjà plusieurs personnes dans ce milieu-là, donc je connaissais un peu le milieu, sans être à l'époque un expert absolu, ce que je suis toujours pas, mais bon. En tout cas, j'avais des connexions dans ce milieu-là, ça me semblait logique, beaucoup moins risqué, financièrement c'était plus réaliste, et ça permettait quand même de faire des beaux projets. Donc on est parti là-dessus, voilà, tout simplement. Il y a une ligne directrice au départ, puisque aujourd'hui, moi j'ai découvert Funforge via Tokaido, qui est un jeu très particulier et qui est le méga carton de la boîte, puisqu'on en reparlera tout à l'heure, mais le marché américain l'a vraiment adoubé. Ouais. Est-ce que tu avais cette idée déjà au départ de partir et d'investir je regarde derrière moi, je vois un jeu sur les samouraïs, je vois un jeu sur une île perdue très pirate, je vois un jeu Quantum qui est très SF, je vois un jeu qui est plus western, il y a de la fantasy, il y a de la SF, il y a de l'horreur, il y a du petit jeu de soirée qui n'a pas besoin d'être un géant de l'édition pour être un excellent jeu, super facile à jouer, à aborder en 15 minutes avec des potes. Et t'avais déjà toute cette idée-là ou c'était plus cadré et ensuite c'est par la force des choses que ça s'est un peu écarté? Non, la ligne force de la société à la base, c'était d'éditer des jeux les plus qualitatifs possibles. Quand on a créé la société, le milieu était encore pas mal, pas amateur, mais il y avait un côté un peu bricolage encore, notamment dans la réalisation. Pas tant dans la conception, le game design et ces choses-là qui étaient déjà bien abouties chez beaucoup d'éditeurs, mais il y avait un manque probablement global de savoir-faire en termes de réalisation, simplement de production, de rendu graphique, ce genre de choses. Nous, ça a été le premier leitmotiv, on avait envie de se faire plaisir à faire des jeux qui soient beaux, qui soient fun, qui nous plaisent avant tout, sans barrière, sans se dire on fera jamais tel type de jeu ou on fera que des jeux comme ça ou comme ci. L'idée, c'était de faire tout ce qui nous plaisait. Voilà. Mais à chaque fois qu'on sélectionnait un projet, de le faire à fond, de le faire le mieux possible et d'amener un produit qui soit globalement, tant que faire se peut, au-dessus de ce qui existait, parce qu'il y a pléthore de jeux de société qui sortent chaque année, ça se compte en milliers, donc il faut vraiment marquer la différence pour sortir du lot. Donc le leitmotiv, c'était juste ça, c'était se faire plaisir, et se faire vraiment plaisir, se poser aucune limite, aucune barrière. C'était un peu difficile au début, pour plein de raisons de moyens, tout simplement. Ça l'est moins maintenant, et on se fait de plus en plus plaisir. Ouais. Et c'est ce qui est marrant, du coup, que dans le jeu de plateau, il y a une vraie dynamique d'édition au sens noble et propre du métier d'éditeur, c'est-à-dire faire des choix forts avec les créateurs des jeux, puisque un jeu est un peu créé comme un film ou une BD, il y a un créateur derrière qui est crédité, souvent sur vos boîtes, ce qui est agréable d'ailleurs, pour tous les éditeurs. Il y a des auteurs qui travaillent sur les concepts. Et je vois par exemple Tokaido, pour en parler rapidement, c'est
peut-être le jeu de plateau le plus pisse que j'ai eu la chance d'aborder dans ma vie, où en fait le but c'est vraiment de savoir à la rigueur pour le gameplay et la gamification du truc, optimiser son voyage, et c'est là que va se faire le distinguo par rapport aux autres joueurs et entre joueurs. Mais à côté de ça, on est sur un rail de douceur et de paix qui est assez dingue dans ce milieu-là. Enfin, tu vois, moi je suis arrivé par les super productions, les trucs qui pètent un peu dans tous les sens et tout, et puis un jour je vais chez JB, il me sort Tokaido, il me dit bah écoute, le but c'est de réussir ton voyage au Japon, qu'est-ce que t'aimes au Japon? Ah oui, t'aimes les onsen, t'aimes aussi l'art, t'aimes aussi la nature du Japon, t'aimes aussi cette partie-là architecturale, qu'est-ce que t'aimes? C'est les Edo et tout. Et perso, moi qui connaissais pas grand chose au milieu du jeu de plateau et tout ça, je me suis dit mais c'est super risqué pour un éditeur de partir sur un truc qui est aussi paisible, aussi tranquille, aussi relaxant, en même temps qui apporte une vraie morale de attention, le jeu c'est pas manichéen non plus, ça peut très bien être un truc qui est même pas coopératif ni solo, c'est entre les deux, et puis juste tu verras, tu vas jouer, t'as une expérience. Ouais, mais je pense que c'est le grand débat qu'il y a dans tous les domaines de création, c'est-à-dire qu'il y a tu as la grande vague que tout le monde suit, qui va être de faire des produits dans ce style-là. Et puis, tu vas avoir juste peut-être des choses un peu plus singulières. Tokaido, c'est un jeu qui est très singulier, tu as raison de le souligner, à bien des égards, dans son fond et dans sa forme aussi. Et c'est un risque. C'est vrai que c'était clairement un risque, mais en même temps, c'est le genre de coups de poker qui peuvent être payants. À partir du moment où tu sais que tu as un produit de qualité, quand Antoine Boza, l'auteur de Tokaido, m'a présenté le prototype, il m'a expliqué le principe, on a fait une partie, et immédiatement, j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose qui était vraiment différent de justement des choses auxquelles j'avais l'habitude de jouer. C'était très léger, il y avait un aspect faussement pacifique, parce qu'en réalité, c'est un jeu qui est quand même très calculatoire et qui laisse peu de place à l'improvisation. Alors, j'ai vu JB qui avait déjà joué m'a complètement éclaté. Ouais, mais tu peux y jouer de plein de façons différentes. En ricanant sur les moments où j'avançais un peu trop. Il est bête. C'est comme tous les jeux, il y a une courbe d'apprentissage, même si elle n'est pas forcément évidente au début et tu la perçois pas. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une espèce de déco avec la vie de tous les jours en réalité dans un jeu comme Tokaido. Quand tu joues une armée de vikings qui va s'entretuer, c'est de la pure fantaisie au sens propre du terme, c'est-à-dire que tu racontes une histoire, c'est complètement tu projettes tout ce qui n'est pas toi en réalité dans ce jeu-là. Dans un jeu comme Tokaido, tu vas te projeter toi, et je pense que c'est ce qui fait que l'expérience de ce jeu-là, elle est différente et qu'elle a trouvé un écho très vaste auprès d'un public très vaste, et c'est intéressant justement, ce genre de produits-là sont intéressants. Tu parlais d'Antoine Boza du coup qui est derrière Tokaido, je vois qu'il est aussi derrière Pony Express. Il y a une vraie logique de suivi d'auteur aussi? Pas spécialement. Après, il y a des gens qu'on apprécie, simplement, qui apprécient le travail qu'on fait, et on apprécie de travailler avec eux, et vice-versa. Et du coup, ça se fait naturellement. Il n'y a pas de calcul où on se dit, bon, lui, on n'a pas d'écurie, si tu veux. Ça n'existe pas vraiment dans ce milieu-là. C'est pas comme dans l'édition de livres où tu vas avoir un auteur qui va signer toujours avec, avec Lafon, Lattès, etc. Nous, c'est pas ça. Les auteurs, c'est des sauterelles. Ils vont d'un éditeur à un autre. En fonction des projets, ils vont aussi s'adresser aux éditeurs qui pensent être les plus aptes à réaliser leur jeu comme ils l'entendent. Nous, simplement, Antoine, c'est quelqu'un avec qui on aime travailler. Et on ne réfléchit pas plus que ça sur ces questions-là. On nous présente la plupart du temps des prototypes. Nous, on réfléchit surtout sur le projet. C'est-à-dire, est-ce que le projet nous semble intéressant? Est-ce qu'il nous emballe? Est-ce qu'on a envie de l'éditer? Après, que ce soit un auteur connu ou un auteur totalement débutant, un jeu comme Titan S que tu as ici, qui est un jeu de Julien Alain, c'est son premier jeu. C'est un auteur qui est débutant, qui va certainement pas s'arrêter là. Il a déjà remporté des prix aussi sur d'autres projets, sur ses prototypes. Et c'est quelqu'un qui est créatif, et je pense qu'il fera d'autres choses intéressantes. Nous, le projet nous a plu, c'est tout, on l'a signé pour ça. On n'a pas de logique particulière par rapport à ça. Encore une fois, on se fait juste plaisir. Ok. Il y a autre chose qui est super intéressant aussi avec Funforge, que les gens saisissent pas forcément, parce que c'est vrai que c'est un milieu assez fermé, au moins industriellement parlant, le monde du jeu de plateau, où tout le monde ne sait pas qui est le géant, qui est celui qui va dominer le marché, tout ça. C'est que vous êtes indépendant, et aujourd'hui les indépendants dans le jeu de plateau, il y en a plus beaucoup du tout, où vous avez une vraie logique de vous dire de refuser de se faire écraser par des grosses chaînes, par des gens qui ont investi le marché à base de presse et de production et de distribution et tout ça, qui en plus par ailleurs peuvent faire des bons jeux, hein, c'est même pas tant le problème, c'est juste cette logique vampirisante qui est
vrai dans toutes les industries aujourd'hui, que vous refusez et où vous prenez une vraie, même plus qu'une posture, un vrai choix éditorial de vous dire non, on reste indépendant, quitte à ralentir un peu notre rythme, mais aussi à s'apesantir sur des vrais projets. Et le succès de Tokaido en est, je pense, la plus belle preuve, où derrière le jeu a marché et vous avez fini par un crowdfunding pour une version ultra de luxe qui donne juste un autre écho au jeu. Enfin, moi j'ai eu la chance la dernière fois que je suis passé au bureau de voir cette version de luxe le lendemain de ma première partie de Tokaido sur la version normale chez JB, et je comprendrais complètement l'idée de vouloir suivre un éditeur qui est indépendant et qui fait du bon travail et qui respecte ses joueurs du coup plutôt que ses lecteurs, et qui leur dit on n'est pas des vendus, on sera pas des vendus, faites-nous confiance, on est là pour y aller et tout. Et c'est quelque chose, je le sais parce qu'on en a parlé longuement la dernière fois, qui te tient à cœur quand même. Ouais, complètement. Ça rejoint les principes fondateurs de la société. Quand je te disais, le but pour nous, c'est de se faire plaisir. On est une société, donc forcément, on a une logique commerciale qui est imposée par la survie de la société. Sa survie, elle fait écho à plein de choses. C'est son évolution, sa croissance, des nouvelles opportunités, des nouveaux projets à accomplir, etc. Ça, c'est une obligation, si tu veux. Pour moi, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Il y a beaucoup de gens qui confondent souvent l'argent, qui est un moyen, avec l'argent, qui est un objectif. Nous, c'est pas l'objectif. C'est évidemment qu'on est content quand on gagne de l'argent, comme tout le monde, mais on se dit pas, quand on a créé la société, on s'est pas dit, voilà, on crée la société maintenant, on la développe, on trouve quelqu'un, on trouve des investisseurs, on va trouver un partenaire, on va trouver quelqu'un pour nous racheter, ou même pas, on se dit, on va rentrer en bourse ou quoi ou qu'est-ce. On est très loin, mais ça ne fait pas du tout partie de notre logique. Nous, on est une société entre guillemets familiale, une structure de ce type-là, c'est-à-dire qu'on est très peu d'actionnaires dans la société. L'équipe est assez réduite. Elle a plus le profil d'une dream team que d'une usine, et on veut rester ça. Aujourd'hui, on fait partie d'un marché qui est très concurrentiel, qui l'est de plus en plus, qui nous impose des évolutions qui sont des logiques d'évolution qui n'étaient pas forcément les nôtres au début, mais qu'on suit avec plaisir aussi parce qu'on y trouve notre intérêt. Mais au fond et au bout du bout, l'idée pour nous, c'est de rester indépendant. C'est vraiment de rester indépendant parce que je sais très bien, pour l'avoir vécu aussi dans ma vie d'avant, dans ma carrière d'avant, que le jour où tu perds ton indépendance, tu perds tout en réalité. Tu perds toute ta capacité de décision, tu perds la liberté de commettre des erreurs, qui peuvent être des erreurs, mais qui peuvent être aussi des choix judicieux. Tokaido, quand on l'a fait, pour en revenir à ce jeu-là, tout le monde nous disait « Oh là là, c'est pas un jeu, puis en plus la boîte est toute blanche, voilà, vous allez complètement rater. » Je pense qu'on aurait fait partie d'un groupe avec une logique commerciale ultra hardcore de placement dans des chaînes, il faut que les jeux soient chez Carrefour ou que sais-je. On nous aurait dit « Bon, ce projet, vous êtes gentil, vous le rangez, vous l'emballez dans un tiroir, et puis voilà, vous l'oubliez. » Aujourd'hui, on a pris ce risque-là, on a vendu 200 000 exemplaires dans le monde. Voilà, donc c'est ce genre de choses, il n'y a que l'indépendance qui peut te permettre de le faire. On aurait pu totalement se tromper, mais au moins, le jour où tu te trompes, tu sais que c'est toi qui t'es trompé. Et tu peux t'en vouloir qu'à toi, et tu peux pas dire c'est quelqu'un qui a pris une décision quelque part dans un bureau que j'estime complètement stupide, qui a fait qu'on s'est trompé. Donc pour moi, c'est la base de la survie, l'indépendance. Et la transition est toute trouvée du coup, puisque tu me parles des ventes de Tokaido et que c'est aussi un aspect super intéressant, puisque le Dream Bigger, c'est un peu plus vrai avec Internet qu'avec le PSG. Je m'en permets une. Puisque c'est le marché américain qui a fait énormément de bien à Funforge aussi. Ce qui est quelque chose, j'imagine, quand toi, la première fois que tu as l'idée de Funforge, tu te dis pas forcément, et où le jour où tu te retrouves avec des vraies grosses commandes venues des US, avec une communauté de fans ricains qui te suivent et qui te réclament en convention là-bas, parce qu'ils sont aussi très 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 impliqués dans le jeu de plateau, et il y a une vraie famille aux US du jeu de plateau, où tu te retrouves à y aller et à être à être une des maisons d'édition phares un peu de cette communauté-là, justement parce que vous faites les choses différemment. Et toi, quand tu reviens à Paris, de te dire ok, la survie de ma boîte de toute façon est à peu près assurée parce que le marché ricain nous suit, que évidemment que le marché français seul nous permettrait pas de sortir autant de jeux et des jeux aussi variés, mais tout en gardant cette proximité avec son public ici, et tu vois, sans s'enflammer justement, de se dire tiens, je vais devenir plus qu'une start-up parisienne, je vais aller m'installer à Los Angeles et faire des jeux en masse là-bas. Je trouve que vous avez vraiment une relation saine avec ça, où le marché ricain n'est pas une fin en soi, mais un truc qui s'est imposé de lui-même et qui aide vraiment, quoi. En fait, c'est complètement mécanique, c'est-à-dire que les États-Unis, c'est un pays immense tu as la chance de toucher d'un coup une population qui est extrêmement vaste, qui parle une langue.
bon, à quelques exceptions près, et qui utilise une monnaie, qui a une logistique globalement unifiée, parce que quand tu travailles avec un distributeur américain, il va couvrir tout son territoire, ou il aura des accords locaux pour couvrir tout le territoire avec des partenaires. Tu transposes ça en Europe et tu vas avoir 15 pays avec 15 langues différentes, des monnaies, bon maintenant c'est un peu moins vrai, mais tu vas avoir quand même des monnaies un peu plus exotiques, des façons de travailler totalement différentes, des vraies difficultés de transport, de tout ce que tu veux. C'est là où le marché américain, quand tu arrives à le débloquer, il devient un atout majeur commercialement, parce que tu vas bouger des volumes qui sont sans commune mesure. Mais nous, ça a toujours été, dès le début, on savait que pour assurer la survie de la société, il fallait vendre dans le monde entier. Les États-Unis, c'est une évidence, bien évidemment, mais on travaille aussi à développer. USA, je vois aussi des boîtes qui sont en chinois, je vois des jeux russes aussi. Ouais, on est distribué, je sais plus dans combien de pays, franchement, mais on est distribué à peu près partout en Europe, en Asie, en Chine, au Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Ça, c'est un gros succès, j'imagine, quand tu es toi-même éditeur, de dire mes jeux sont dispo partout dans le monde. Partout dans le monde, on s'amuse avec mes jeux. Bah, c'est-à-dire que le fruit de ton travail, qui est le travail d'une équipe, de l'auteur jusqu'au distributeur qui va vendre ton jeu sur place, ben finalement tu l'as fait suffisamment bien pour que il éveille l'intérêt et il suscite l'envie chez des gens partout dans le monde. Et mine de rien, faire ça dans un cadre qui est complètement multiculturel, parce que plaire à quelqu'un au Japon, c'est pas la même chose que plaire à quelqu'un au Brésil ou en France, ben ça veut dire que au moins tu as fait quelque chose de bien, voilà, à ce niveau-là. Et d'universel. Ouais, et d'universel. Et c'est gratifiant. C'est gratifiant parce que c'est pas toujours le cas. On n'a pas eu le succès de Tokaido avec tous nos jeux, malheureusement. Mais bon, ça c'est comme ça. C'est pas toujours le cas, mais au moins tu sais que voilà, tu éveilles un intérêt. Aujourd'hui, on a eu des longues discussions le mois dernier avec notre distributeur américain. On était à un salon professionnel qui s'appelle le Gamma Trade Show, qui est vraiment un salon de rencontre entre les distributeurs et les revendeurs là-bas. Moi, j'ai été étonné de croiser des revendeurs. Quand notre distributeur nous présentait en disant c'est les gens de Funforge, etc., les gens étaient dithyrambiques. Ils nous disaient c'est super ce que vous faites, etc. Tu te dis, mais finalement, moi, je suis que quelqu'un, je travaille dans l'ombre, je suis pas un auteur, je suis quelqu'un qui, dans mon bureau, je sors mon jeu, voilà. Et avoir suscité ce genre de réaction auprès des gens, c'est tu dis voilà, j'ai vraiment réussi à faire quelque chose qui soit ça te fait relativiser l'indépendance et le fait d'être justement maître de ouais, très clairement. Enfin, moi je fais pas ça pour la gloire, hein, très clairement. C'est pas mon but, c'est pas de briller dans la lumière, ça m'est un peu égal. Je suis content et je suis fier quand je vois que ce qu'on a produit, ça a du succès, parce que c'est gratifiant personnellement et pour tout le monde dans la société. Mais oui, ça fait partie du développement. L'aspect international, ça fait partie du développement incontournable, surtout quand tu as décidé d'être indépendant et que tu n'as pas mis toutes tes billes chez un gros qui va te distribuer partout dans le monde. Bon, bah tu dois construire ton réseau. Donc c'est un travail de tous les jours qu'on fait depuis 8 ans maintenant. Et tu me parlais du succès de Tokaido qui n'est pas le même et applicable à tous les jeux que vous avez sortis. Justement, ce sera ma dernière question. Est-ce que tu peux me citer tes 5 jeux préférés de chez Funforge? Vous en avez combien d'ailleurs des jeux aujourd'hui? Alors ça dépend si tu ne parles que des jeux qu'on a édités ou des jeux qu'on distribue, parce que maintenant on est devenu distributeur en France. Les deux ensemble, hein, je pense que c'est pas ça de distribuer sans créer. Si vous le distribuez, c'est que vous l'aimez. Donc, Ouais. De toute façon, on sélectionne toutes les choses qu'on distribue parce qu'on les importe on en voit France. Quelques-uns, on voit un peu le futur de Funforge en version originale à côté là-bas. Les 5 jeux, il y a Tokaido bien évidemment, qui est quand même, je pense, incontournable dans notre catalogue. Quantum, moi je trouve qu'il est un chef-d'œuvre de game design. Le travail qu'a fait Eric Zimmerman sur ce jeu-là est juste fantastique. C'est d'une pureté et d'une efficacité imparable. Big ID, parce que Big ID, ça a été un vrai coup de cœur. C'est un jeu qui était sorti 10 ans avant qu'on le réédite aux États-Unis. Vraiment, c'était une édition très confidentielle. James Ernest, l'auteur, a une maison d'édition qui faisait vraiment des jeux qui s'appellent Cheap As Games, donc ça annonce la couleur déjà. C'était des trucs limite des photocopies. Et j'ai joué à ce jeu-là grâce à Bruno Feduti, qui est un auteur de jeu bien connu, qui m'a présenté ce jeu en me disant tu vois, joue, c'est super drôle. Et j'ai fait une partie, je me suis dit c'est complètement con, c'est à chialer de rire, il faut absolument qu'on édite ça. Je confirme, la rédac confirme en entier, on a quelques très longues nuits dessus. Ouais. Et ça a été vraiment un coup de cœur, un projet sur lequel j'ai eu, moi en tant qu'éditeur, c'est un des projets sur lesquels j'ai eu le plus de plaisir à travailler. C'était vraiment super, et c'est vraiment un excellent jeu.
Isla Dorada, qui est un jeu aussi de Bruno Feduti, justement, Alan Moon, qui est l'auteur des Aventuriers du Rail, et puis 2 auteurs italiens, Pier Giorgio Paglia et Andrea Angelino. C'est un excellent jeu d'aventure. C'est un jeu... C'est pas un jeu coopératif, c'est un jeu de cohabitation. Ouais. Donc c'est assez rigolo. Tu dois jouer avec les autres, mais chacun joue les uns contre les autres. Il y a une ambiance très pulp. Vers l'or. Ouais, c'est très pulp. Il y a un côté vraiment les comics Tarzan années 50 qui est mis au goût du jour, bien évidemment. Mais moi, j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a dans ce jeu-là. C'est joli, en tout cas. Les illustrations sont magnifiques. Ouais, merci. C'est le travail. C'est étonnamment le même travail. C'est l'illustrateur qui a illustré Tokaido. Oui. C'est 2 styles totalement différents. Il est assez versatile, Nayad. Et il a fait vraiment un travail exceptionnel sur ces 2 jeux. Et le 5e jeu, c'est dur. Hein. C'est dur à choisir. Je dirais, alors c'est pas forcément une évidence, Patchwork, qui est pas un jeu que nous on a créé, c'est un jeu qu'on édite en France et qu'on distribue. C'est un jeu de Uwe Rosenberg, qui est un auteur bien connu allemand. Le thème est improbable. Tu t'imaginerais jamais jouer à un jeu sur le patchwork. Oui, parce que c'est ça, je vois le logo, ça a l'air vraiment du patchwork. Quoi. C'est du patchwork, mais en réalité c'est du Tetris. Okay. Et c'est un jeu qui c'est ultra intelligent, c'est super malin, c'est un jeu pour 2. Et c'est super addictif. Quand tu commences à jouer, au début, tu es très dubitatif. Tu commences à jouer, tu rentres tout de suite dans la mécanique qui est très simple. Le thème est vraiment un prétexte, simplement, qui se prête assez bien à l'assemblage des pièces, finalement. Et c'est super malin. Et quand tu as fini une partie, tu as envie de rejouer tout de suite après. C'est vraiment un excellent jeu qui a un succès commercial dans le monde entier qui ne démentit pas sa qualité, hein, très clairement. Très bien. J'ai dit 5 là. T'en as dit 5, ouais, c'est bon, on en a 5. Allez, une petite dernière. C'est quoi le futur là pour Funforge en 2016 Est-ce que vous avez des choses à annoncer Ouais, alors c'est plus vraiment des super nouveautés, mais ce jeu-là donc est édité à la base par un éditeur allemand qui s'appelle Lookout Games. On a signé un partenariat exclusif avec eux. On va faire tous leurs jeux en France, tous les jeux, en tout cas de leur catalogue qu'on jugera ayant du potentiel, et ils ont quasiment tous vraiment du potentiel. C'est d'excellents jeux, souvent pas très beaux. Mais bon, et c'est vraiment d'excellents jeux, très très bien réglés. On vient de signer récemment le jeu que tu peux apercevoir là, qui est un jeu qui s'appelle Evolution. Un jeu de dinosaures. Ouais, exactement. C'est un jeu de dinosaures. C'est vraiment super chouette. On va le faire en français. C'est un import qu'on fait en français. Après, en création originale, on a un jeu qui va sortir avant l'été, qui est un petit jeu de cartes sur Cthulhu, qui s'appelle Pocket Madness, ouais. Auquel vous jouez beaucoup, je sais, ici le midi. Ouais. Ça nous a bien accroché. Et c'est un jeu de Bruno Catala et Ludovic Maublanc qui va sortir donc dans les mois à venir. Et pour Essen cette année, donc en octobre, le gros salon mondial du jeu de société, on va sortir un jeu qui s'appelle Hop, qui est un jeu de Ludovic Maublanc et de Marie Cardoua, qui est illustré par Marie Cardoua, qui est l'illustratrice de Dixit, qui est un autre jeu bien connu, et qui va être un jeu assez particulier, qui va avoir un matériel assez unique, avec un plateau en 3D à plusieurs niveaux, des figurines peintes énormes, elles font 5 cm de haut, enfin vraiment oui, tu as un aperçu, ce qu'on a vu, des impressions maison, des prototypes. C'est un gros projet, vraiment énorme. Ça a l'air, en tout cas les figurines font penser à un gros projet. Ouais, mais paradoxalement c'est un jeu ultra mainstream. C'est-à-dire que notre volonté, c'est d'offrir en gros ce qu'on offre d'habitude à des joueurs, vraiment des joueurs core, qui sont les seuls à bénéficier de jeux avec un matériel super pointu, pléthorique, etc. On a envie de faire ça pour les familles et pour tout le monde en réalité. Et ce jeu-là, Hop, c'est un jeu qui est un mélange entre un jeu d'aventure, un jeu d'ambiance et un jeu de dextérité. Et c'est vraiment un mélange super bien réussi, encore une fois avec une ambiance très particulière et un matériel qui va être très plaisant. Donc, et ça va être le début d'une gamme. On va en faire d'autres par la suite aussi, dans cette gamme-là. Très bien, mais vous nous accueillerez de nouveau pour en parler du coup de ces plaisir, projets. Ouais. Très bien, et merci beaucoup Philippe. C'est moi. Bon courage pour 2016. Merci.